Dans cette vidéo, nous allons étudier maintenant la représentation quadripôle pour la matrice admittance. Alors, ici on va faire une étude complète. Il faut savoir que si vous avez par exemple déjà établi la matrice impédance, il suffit d'en calculer la matrice inverse comme on l'a vu dans le rappel sur les différentes matrices pour justement retrouver la matrice admittance. Si vous partez de zéro, on va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut déterminer la matrice admittance. Alors comme précédemment, on va essayer de voir ici à quoi est équivalent le quadripôle vu de l'entrée et vu de la sortie grâce à notre système d'équations ici pour une admittance. Alors il suffit de faire une petite analyse dimensionnelle. Je vois ici que j'ai du courant. Donc de l'autre côté de l'égalité, je vais aussi avoir des sources de courant. D'accord? Je remarque donc ici que j'ai le courant I1 qui est égal à la somme de ces deux courants. Je vais donc appliquer une loi des nœuds ici. D'accord? Donc c'est comme si j'avais en fait du coup une admittance Y11 ici, qui va donc du coup donner le courant V1 Y11 parce que ici j'ai la tension V1. Et ensuite, je vais avoir en parallèle un générateur de courant qui aura pour valeur Y12 V2. D'accord? De l'autre côté, je vais raisonner de la même manière. Je remarque que la loi de nœud va me dire que le courant I2 va se décomposer en une source de courant Y21 V1 et en parallèle avec une admittance Y22. Je vais donc dessiner ici mon admittance Y22 en parallèle avec un générateur de courant Y21 V1. Voilà. Voilà comment se décomposent ces deux courants I1 et I2 et voilà comment on peut obtenir ici le quadripôle équivalent avec le point de vue de l'entrée et le point de vue de la sortie. Voilà. Donc dans la suite, nous allons étudier un exemple de quadripôle pour justement voir comment on peut déterminer cette matrice. Alors voici l'exemple que nous allons étudier. Donc j'ai repris un circuit en T ou en étoile comme pour la matrice impédance. Ici j'ai remplacé en fait les deux impédances sur les branches à gauche et à droite par des condensateurs et sur la branche centrale j'ai mis une résistance R histoire de varier un petit peu les plaisirs ici. Alors je vais me concentrer simplement sur la méthode 2, je n'appliquerai pas la loi d'Emaille ici, d'accord, simplement pour justement s'entraîner avec la méthode 2 qui est un petit peu plus difficile peut-être à mettre en application, c'est pour ça que je vais me concentrer dessus et vous proposer du coup un exemple axé que sur celle-ci, d'accord. Alors comme j'ai dit précédemment, si vous aviez déjà établi la matrice impédance du système, nul besoin de refaire ce que je vais faire ici, il suffit de calculer la matrice inverse et vous aurez directement votre matrice admittance. Alors j'ai remis ici les expressions des différentes admittances avec Y11 qui sera égal à I1 sur V1 avec V2 éteint, I1 sur V2 avec V1 éteint, etc. D'accord? Donc lorsqu'on a V2, V1, lorsque les générateurs de manière générale sont éteints, on les remplace par des courts-circuits. D'accord? Alors ici, on va voir, pour certaines admittances, les calculs seront un petit peu longs. Donc pour certaines admittances ou impédances équivalentes, je ne les développerai pas complètement, juste pour éviter d'avoir des expressions beaucoup trop longues. Ici, ce qui est important, c'est la méthode. Ok? Alors, donc dans un premier temps, justement, je vais calculer Y11, je vais me retrouver donc avec V2 qui va être éteint. Je vais donc avoir ici le générateur V2 qui va pouvoir être remplacé par un court-circuit. Je vais donc me retrouver avec la résistance R et le condensateur C2 qui sont en parallèle. Je vais donc avoir une première impédance équivalente ZEC qui va être égale ici, ou même une première admittance, pardon, ZEC, IEC, voilà, qui va être égale ici à 1 sur R plus du coup JC2 oméga. D'accord? Donc ça, c'est égal ici à 1 sur ZEC. Je vais donc me retrouver ici avec du coup le condensateur C1 qui va être en série avec l'impédance ZEC qui est ici. D'accord? Donc ça veut dire ensuite que je vais avoir, si j'applique la loi d'Ohm, elle va me dire en fait que le courant I1, il traverse C1 et l'impédance ZEC. Ok? Je vais donc avoir V1 qui va être égal à I1 facteur de ZC1 plus
ZEC. Ok. Moi, je veux Y11, je vais donc faire I1 sur V1. Je vais donc me retrouver ici avec Y11 qui va être égal à I1 sur V1. Ça va donc être égal ici à 1 sur ZC1 plus ZEC. Voilà. Donc si je fais le remplacement intégral ici, je vais me retrouver avec du 1 sur JC1 oméga plus ZEC qui va donc être l'inverse de ça. Donc 1 sur R plus JC2 oméga. D'accord? Donc là, éventuellement, après, si on veut, on fait une mise au même dénominateur, on cherche à factoriser, etc. Ce n'est pas le but ici. Le but ici, c'est de dérouler la méthode pour justement déterminer Y11. Voilà. Donc maintenant, on va se charger de faire Y12. Alors, nous allons maintenant chercher à déterminer Y12. Dans Y12, on remarque que V1 est éteint. Je vais donc ici remplacer le générateur V1 par un court-circuit. J'aurai donc cette fois-ci le condensateur C1 qui sera en parallèle avec la résistance R. Alors ici, je veux rejoindre les grandeurs I1 et V2. I1 est une grandeur d'entrée, V2 est une grandeur de sortie. Je vais donc avoir besoin d'un calcul intermédiaire. Okay. Je commençais exactement comme tout à l'heure. Je pourrais donc dire en fait ici, dans un premier temps, que j'ai une impédance ZEC, d'accord, qui est égale ici à ZC1 en parallèle avec R. D'accord? Autrement dit ici, ça va être égal à, si je fais le calcul ici, R sur JRC1 oméga, le tout sur R plus 1 sur JC1 oméga. D'accord? Si je fais le calcul complet, d'accord, je vais me retrouver avec du JRC1 oméga sur 1 plus JRC1 oméga. Voilà ce que donnerait ZEC. Je ne développerai pas plus ici dans les exemples suivants. Je fais une seule fois pour s'assurer que c'est OK pour tout le monde. D'accord? Je vais donc me retrouver en fait avec le générateur, la source de tension V2 qui va se trouver en série avec le condensateur C2 et l'impédance ZEC. Je vais appliquer la loi d'Ohm comme tout à l'heure. Donc la loi d'Ohm va me donner ici que j'ai V2 qui est égal à I2 facteur de ZC2 plus ZEC. D'accord? Je vais donc me retrouver ici avec du coup I2 sur V2 qui est égal à ici 1 sur ZC2 plus ZEC. D'accord? Donc là, je ne réponds pas complètement à la question parce que moi, je voudrais du coup I1 à la place de I2. Okay? Donc pour résoudre ce problème, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un pont diviseur de courant qui va pouvoir me permettre de déterminer l'expression de I2 en fonction de I1. Alors, étape numéro 2, nous allons maintenant appliquer le pont diviseur de courant. Donc je vais vouloir établir une relation entre I2 et I1 ici. D'accord? Je vais raisonner en admittance. Si j'écris le pont diviseur de courant avec les admittances, je vais donc me retrouver ici avec I1 qui va donc être ici égal à YC1 fois I2 sur YC1 plus YR. D'accord? Si je l'écris avec les impédances, ça sera le contraire. Je vais me retrouver ici avec ZR fois I2 sur ZR plus ZC. Ok? ZC1 ici. Alors, dans tous les cas, moi, comme je suis parti avec les impédances pour les calculs précédents, je vais garder la notation avec les impédances, ça évitera les confusions. J'ai donc ici une expression de I2 en fonction de I1. D'accord? Je vais pouvoir écrire ici que j'ai I2 qui est égal à I1 fois ZR plus ZC1, le tout sur ZR. Ok? Je vais donc pouvoir maintenant remplacer ça à l'intérieur de cette formule, ok, et avoir justement ce qui m'intéresse, c'est-à-dire I1 sur V2. Donc si je fais le remplacement ici, je vais donc avoir ici I1 fois du coup ZR plus ZC1, le tout sur ZR, divisé par V2,
qui est égal à 1 sur ZC2 plus ZEC. Ok? Il va me rester à isoler le rapport I1 sur V2 et je vais avoir Y12. Je vais donc avoir ici Y12 qui va être égal à l'inverse de ça. Je vais donc me retrouver ici avec ZR sur ZR plus ZC1 facteur de ZC2 plus ZEC. Voilà, j'ai l'expression de Y12. On voit donc que pour Y12, ça va être le même cas pour Y21. On va se retrouver avec un calcul en deux temps. Je rappelle, premièrement, j'ai appliqué la loi d'Ohm pour avoir une relation entre V2 et I2. Deuxièmement, j'ai appliqué le pont diviseur de courant pour avoir une relation entre I2 et I1 et pouvoir faire apparaître I1 dans l'expression de Y12. Donc on voit ici, c'est un calcul qui est un petit peu plus long à faire que pour Y11. Alors, nous allons continuer maintenant le calcul et donner une expression de I2 en fonction de I1, ce qui nous permettra d'avoir Y12. Pour faire ça, je vais utiliser le pont diviseur de courant. Alors, il faut faire bien attention ici parce que vous voyez, les courants I1 et I2 sont dans des sens opposés. Il y aura donc un signe moins qui va apparaître. D'accord? Donc, j'ai le courant I1 ici qui va être égal à moins ZR sur ZC1 plus ZR, le tout fois I2. Donc voilà ici l'expression de I1 en fonction de I2. Je vais donc pouvoir ensuite remplacer I2 dans cette équation et avoir l'expression de Y12. Je vais donc avoir ici I2 qui va être égal à moins I1 fois ZC1 plus ZR, le tout sur ZR. D'accord? Il ne me reste plus maintenant qu'à remplacer ça dans ma première équation que j'avais écrite ici. Je vais donc avoir ici I1 fois ZC1 plus ZR, le tout sur ZR, d'accord, divisé par V2 ici, qui est égal à 1 sur ZC2 plus ZEC. D'accord? Il ne me reste plus qu'à écrire ma ligne de conclusion. Je vais donc avoir Y12 ici, qui va être égal à ZR sur ZC1 plus ZR, facteur de ZC2 plus ZEC. Voilà. J'ai donc ici l'expression finale de Y12. Donc on voit ici qu'elle se fait de manière un petit peu plus longue que pour Y11. On va voir que pour Y21, ça va être la même chose puisqu'on va relier I2 et V1. Donc on va utiliser exactement la même méthode. Donc on voit ici que rien que pour la matrice impédance, la matrice admittance ici, donc on voit que pour la matrice admittance, ces calculs sont quand même un peu plus longs que pour la matrice impédance en utilisant cette méthode. Donc on va continuer notre calcul maintenant. On va passer du coup pour Y21 et pour Y22. Alors, maintenant on va se charger de calculer Y21. V2 est éteint, je le remplace par un court-circuit. J'applique ma loi d'Ohm à l'impédance équivalente pour Z2 et ZR et pour ZC1. Je vais donc avoir ici V1 qui va être égal à I1 fois ZC1 plus ZEC. D'accord? Je me retrouve donc ici avec I1 sur V1 qui va être égal à 1 sur ZC1 plus ZEC. Ok? Une fois que ça s'est réglé, je vais appliquer mon pont diviseur de courant pour trouver une relation entre I1 et I2. Les deux courants sont en sens opposé, je vais donc bien faire attention à mettre mon signe moins ici. Donc grâce au pont diviseur de courant, je vais donc avoir cette fois-ci I2 qui va être égal à moins I1 fois R sur ZC2 plus R. Donc on remarque ici les similitudes avec Y12. Ok? Donc là j'ai mes deux résultats intéressants. J'ai I1 sur V1 qui est ici. J'ai ici I2 en fonction de I1. Je vais donc pouvoir maintenant fusionner ces deux résultats pour avoir I2 sur V1. Je vais donc avoir ici I2 sur V1 qui va donc être égal dans
dans ce cas-là, donc si on fait le calcul directement, je vais donc me retrouver avec ici du R avec un moins sur ZC1 fois ZEC fois ZC2 plus R. Ok? J'ai donc ici l'expression de Y de 1 qui a été calculée. Alors maintenant, il va nous rester à calculer Y de 2. Pour Y de 2, j'ai V1 qui est éteint. Donc je vais donc ici éteindre V1 et rallumer V2. Ici, on va voir, ça va être beaucoup plus facile que pour Y12, Y21. C'est exactement la même méthode que pour Y1. Je vais simplement appliquer la loi d'Ohm. Je constate ici que j'ai ZC1 et ZR qui sont en parallèle, qui vont donner une résistance ZEC qui sera ensuite en série avec ZC2. La loi d'Ohm me dira alors que j'ai V2 qui va être égal à I2 fois ZC2 plus, je vais l'appeler ZEC1 ici pour le différencier de l'autre ZEC. Okay, j'aurai donc ici I2 sur V2 qui va donc être égal simplement à 1 sur ZC2 plus 1 sur ZEC1. Okay, donc ça me permet ici de conclure que j'ai Y de 2 qui est égal à 1 sur ZC2 plus ZEC1. Voilà. Alors au fil de ces 4 calculs, on peut constater quand même certaines similitudes entre les admittances. On remarque du coup que comme Y11 et Y22 se sont calculés avec la même méthode, aux indices près, on a exactement la même expression. De même pour Y12 et Y21, on aura la même expression. Donc dans un résumé, on va pouvoir donner une expression générale de la matrice admittance pour la matrice étoile. Alors, voici ici un petit résumé de la matrice admittance pour ce circuit en étoile. D'accord? Donc, on remarque des symétries pour les deux diagonales. Okay, donc, c'est ce qu'il y a à retenir ici. Que l'on a ici, donc, pour Y11, le condensateur C1 qui est concerné. Pour Y22, on aura le condensateur C2 qui sera concerné. Ils seront à chaque fois additionnés avec l'impédance équivalente des deux autres composants. D'accord? Donc ZEC2, ça représente ZC2 et R. D'accord? Souvenez-vous que pour ce cas-là, on avait éteint V2. Pour l'autre cas, on se retrouve avec ZEC1 qui est ZC1 en parallèle avec R. Souvenez-vous, on avait éteint V1. Okay? On a la même symétrie ici pour l'autre diagonale, avec moins R au numérateur. Et ensuite, il suffit justement de permuter les différents indices pour retrouver la formule. Voilà. Donc là, ce sont des résultats éventuellement assez intéressants, peut-être à mettre dans des fiches pour justement, dès que vous identifiez un circuit en étoile avec différentes impédances, vous pouvez du coup réappliquer cette écriture-là. Il suffit de remplacer R par une impédance ZC quelconque, par une impédance Z quelconque, pardon, et vous pouvez du coup faire vos calculs. D'accord? Donc je le rappelle encore, l'intérêt de l'écriture matricielle, c'est de pouvoir directement établir des relations entre les grandeurs d'entrée et de sortie. Voilà. Donc on va s'attacher maintenant à détailler sur un exemple comment on établit une matrice hybride.